quels sont, d'après vous, en tout cas de ce que vous avez connu en JavaScript, à quel moment vous avez eu affaire à un code asynchrone et vous avez voulu dire, ben voilà, quand telle chose va se passer, ben je voudrais réagir avec cette fonction-là. Donnez-moi un peu les différents cas de figure que vous avez vus. For-else me répond tout de suite. Tout de suite, For-else me répond un appel Ajax. Ensuite, Suntaork me dit un événement du DOM quand le document est ready. Ok, stop, on s'arrête rien que sur ces deux choses-là. J'ai noté Ajax. Alors Ajax, on va parler de ça. C'est quoi la fonction qui est désormais native depuis plusieurs années en JavaScript? C'est quoi la fonction qui est désormais native en JavaScript depuis plusieurs années pour pouvoir faire un appel Ajax? C'est le fetch. Bien joué, Suntaork. Donc, je vais pas noter Ajax. Je vais noter ici plutôt le fetch. Est-ce qu'on est d'accord que quand vous faites un fetch, la requête va partir jusqu'au serveur et donc ça va prendre du temps. Vous ne savez pas exactement quand est-ce que le résultat sera disponible. Et donc, vous allez dire au fetch, ben, quand le résultat sera disponible, quand la réponse arrivera, je veux y réagir. Ok. Autre chose, Suntaork me dit, eh ben, l'événement ready du document. Donc, on va dire tous les événements qui ont rapport avec le DOM. Vous êtes d'accord? Alors, par exemple, le clic d'un bouton ou le truc comme ça. Donc, je vais appeler ça les events, les événements. Les événements. Ok, rien que ces deux trucs-là, vous allez voir quelque chose de particulier. Est-ce que vous êtes d'accord que dans les deux cas, nous avons affaire à ce qu'on appelle de la programmation asynchrone, donc de la programmation réactive. Dans les deux cas, nous allons dire, quand cet événement arrivera, je voudrais faire ceci. Et dans le fetch, c'est pareil. Quand la réponse arrivera, je voudrais faire ceci. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, question. Comment est-ce que vous pouvez expliquer au fetch ce que vous allez vouloir faire? Et là, For-else nous dit, et Fifou nous dit, tout simplement, fetch va te renvoyer une promesse. Donc, si tu veux dire à fetch ce que tu veux faire, pas tout de suite, mais au moment où la réponse arrivera, qu'est-ce que vous allez lui dire? Comment est-ce que vous lui dites, vu que c'est une promesse, comment est-ce que vous lui dites, ben voilà, quand ça sera terminé, je veux faire ça. Et là, For-else me l'a déjà dit d'ailleurs dans le chat, c'est tout simplement avec le point zen. Le point zen prendra en paramètre une fonction, d'accord, qui contiendra la réaction à faire quand il aura terminé. L'événement. Comment ça marche en JavaScript? Comment est-ce que je peux dire à un bouton que quand il se fera cliquer, eh bien, je voudrais effectivement faire une certaine réaction. Fifou me parle de callback. C'est toujours des callbacks. Regardez, ça là, c'est un callback, d'accord? C'est pas ce que je vous demande. Qu'est-ce que je mets après button, ici? Qu'est-ce que je mets ici pour lui expliquer c'est quoi la fonction que je dois appeler pour lui dire qu'est-ce que j'attends de toi quand on te cliquera dessus? C'est quoi l'API ici pour pouvoir lui dire voilà ce que j'attends de toi? Et Suntaork nous dit, voilà, soyez précis, là on me dit des listeners, event listener, add listener. Heureusement qu'on a For-else qui est précis. Ici, effectivement, ce que je vais demander sur un bouton, c'est plutôt un point add event listener, ok? Vous êtes d'accord? Et là, vous allez dire quel événement, et ici, vous allez enfin dire quelle fonction vous voulez appeler, et ça sera aussi un callback, ok? Ça veut dire que actuellement, en parlant d'un principe qui est grosso merdo le même, la programmation réactive, je veux réagir à des choses en JavaScript. Parfois, il faut utiliser le point zen. Parfois, il faut utiliser le add event listener. Si vous êtes sur un bouton, c'est le add event listener. Si vous êtes sur une requête fetch, c'est le point zen, ok? Et il y a encore d'autres possibilités pour l'asynchrone, il y a d'autres trucs. Quoi qu'il en soit, imaginez, vous êtes programmeur, vous faites déjà en Java ou en d'autres de la programmation réactive. Vous arrivez, on vous dit les gars, JavaScript, on peut faire de la programmation réactive, c'est trop bien. Et donc vous vous dites, ok, pour tout événement asynchrone qui va se produire, d'accord, pour tout événement asynchrone, j'imagine qu'il y a une méthode unifiée pour pouvoir le gérer, d'accord? Est-ce que vous vous rendez compte que pour deux choses qui finalement reviennent au même, dire je veux réagir à un stimulus, à quelque chose qui va se produire, d'accord? Eh bien, on a déjà ici deux possibilités différentes. Le zen sur les promesses et le add event listener sur les événements. C'est pas les mêmes méthodes. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord que pour l'instant, sur nos deux sources d'événements auxquels on voudra réagir, déjà, les méthodes à appeler sont pas les mêmes. C'est pas unifié. JavaScript, ils se sont pas, ils se sont pas mis en place. C'est-à-dire que sur les promesses, ça sera du point zen. Sur les événements du DOM, ça sera du add event listener.
Et ça peut poser un problème de compréhension. Nous, on aimerait bien avoir la possibilité d'avoir la même API, la même façon d'appeler, la même façon d'écrire le fait qu'on veuille réagir à quelque chose. C'est pas tout à fait le même event. L'un n'arrive qu'une fois et l'autre potentiellement une infinité. C'est pas faux. Allez, c'est pas faux. Disons que c'est pas exactement la même chose. Tu as raison. Alors, ça dépend. Est-ce qu'on a des... Ouais, t'as raison. C'est vrai que la promesse ne se résout qu'une seule fois. Tu as raison. Mais bon, restez dans mon explication. On aimerait potentiellement pouvoir unifier. C'est un peu comme la théorie quantique et la théorie générale. La théorie de la relativité générale, pardon. On n'arrive pas à les faire matcher ensemble et on aimerait les unifier. Ici, c'est pareil. On a d'un côté une promesse et on a d'un côté des événements et on aimerait pouvoir unifier le tout. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on imagine, pour commencer, une façon dont on pourrait unifier ces choses-là. Et pour ce faire, il n'y a aucun souci particulier. Pour ce faire, on va utiliser un design. Tu sors d'une conférence d'Étienne Klein et c'est raccord. C'est raccord. On n'a pas encore de théorie du tout chez nous, Stéphouille, mais on va en avoir une. On va se servir d'un design pattern qui est déjà utilisé, que ce soit par le fetch ou que ce soit par le add event listener, et ce design pattern s'appelle l'observer. Alors là, normalement, ce que je fais avec mes étudiants en classe, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, les gars, vous avez exactement 2 minutes pour aller trouver qu'est-ce que c'est que le design pattern observer et essayer de le comprendre. Alors avec vous, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va essayer d'étudier ça, les amis, d'accord? Le pattern observer. Comment fonctionne le pattern observer? Le pattern observer, il dit la chose suivante. Imaginez que vous ayez un objet, n'importe lequel, un bouton, d'accord? Vous voulez permettre aux gens de dire « Attention, à un certain moment, quand il t'arrivera par exemple un clic, je te confie une fonction que je veux que tu appelles. Cette fonction, elle va mettre quelque chose dans la console. D'accord? Console.log. Ok? Donc je te confie cette fonction. Quelqu'un d'autre pourrait venir et dire, écoute, quand je clique sur toi, moi je te confie cette fonction. C'est ça que j'ai envie que tu fasses. J'ai envie que tu appelles cette fonction. Et cette fonction, elle fera un window.alert, une boîte de texte qui va s'afficher sur la page. D'accord? Eh bien, l'observer me dit, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est prendre ces deux fonctions et tu pourrais aller les confier au bouton. Donc, dites-vous que le bouton, il aurait ici une fonction 1. D'accord? C'est celle-ci. Et dites-vous que le bouton, du coup, il se verrait confier une fonction 2. C'est celle-là. D'accord? Ok. Et le bouton, ce qu'il pourrait faire, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand il en a envie, il pourrait dire, ça y est, c'est le bon moment. Donc, peut-être plus tard, hein, peut-être dans 5 secondes. Pardon, il faut replacer le micro, excusez-moi. Là, en même temps, je peux pas aller beaucoup plus loin. Peut-être dans 5 secondes, peut-être dans 20 secondes, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand on cliquera sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Le bouton va appeler la fonction 1 et va appeler la fonction 2. Ce qui veut dire que quelque part, nous avons donné un comportement à ce bouton, qui est d'écrire des choses dans la console, qui est de faire une alerte, etc., que le bouton lui-même n'avait pas prévu d'avoir. C'est nous qui lui avons donné ce truc-là. Et on a dit, quand on te clique dessus, tu vas faire ces choses-là. Ça veut dire qu'on va être capable, grâce au pattern observer, on va être capable d'enrichir le comportement d'un composant, donc d'un bouton, ou d'une classe, ou de n'importe quoi, sans aller en modifier le code. Parce que vous êtes d'accord, là, moi, j'ai jamais ouvert le fichier dans lequel est codé le bouton. D'accord? Moi, j'étais dans mon fichier, j'ai juste prévenu le bouton que je voudrais qu'il fasse cette fonction. Là, j'étais dans un autre fichier et j'ai prévenu le bouton que je voudrais qu'il fasse cette fonction-là. D'accord? Mais jamais je n'ai modifié le code source de la classe du bouton. D'accord? Je n'ai pas touché au bouton lui-même. Et donc, le pattern observer va nous permettre de mettre en place, d'accord, des comportements supplémentaires sur un bouton, alors même qu'on n'a jamais modifié le code du bouton lui-même. C'est magnifique. Ça, les amis, hein, au cas où, si ça vous intéresse, ça correspond exactement à ce qu'on cherche à faire quand on parle du principe O des principes solides. Est-ce que quelqu'un connaît ici les principes solides? Eh bien, le bouton O, le bouton, le principe O, c'est le principe open close. Effectivement, Monsieur Glocks, c'est une injection de code. C'est exactement une injection de code. Et donc, tout simplement, les principes solides sont des principes de bonnes pratiques de programmation, notamment de programmation orientée objet. Et le principe O, c'est le principe open closed, qui veut dire
opened for extension but closed for modification, qui précise que donc toute classe devrait être fermée à la modification, n'allait pas modifier des classes, mais par contre elle devrait être ouverte à l'extension, ça veut dire son comportement devrait malgré tout pouvoir évoluer, même si on ne va pas modifier la classe. C'est exactement ce que j'ai fait pour mon bouton ici. Mon bouton, il a un comportement, par exemple, c'est de s'afficher, de se faire cliquer dessus, etc. Ça, c'est ce qui est codé dans la classe du bouton. Ces fonctions-là, que je lui ai confiées, c'est moi qui en ai décidé bien plus tard, c'est pas écrit dans le code de la classe. Et pourtant, quand j'ai cliqué sur le bouton, eh ben, ces fonctions se sont exécutées. Ça veut bien dire que j'ai pu enrichir le comportement du bouton sans aller toucher à sa classe. Et c'est donc ça que nous permet de faire le pattern observer. Le pattern observer, c'est une des implémentations possibles de ce fameux principe open-close. Ça fait plaisir, ça vous fait de quoi discuter dans les soirées mondaines, et ça fait toujours plaisir. Mais le pattern observer est intégré dans l'API de base du JS, non? Alors oui, monsieur Glocks, tout à fait. C'est-à-dire que dès que tu vois par exemple un élément HTML en JavaScript, tu sais que il implémente le pattern observer. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rajouter des comportements sur cet élément HTML, notamment grâce à add event listener. Maintenant, je voudrais quand même qu'on aille aux sources du truc pour voir, mais ok, comment ça marche? Comment est-ce qu'on crée un observer? Alors j'ai une seule question à vous poser. Enfin, deux questions à vous poser. Première question. Si je veux créer un objet, une classe, donc là j'ai parlé de button, hein, mais je pourrais parler, voilà, de classe A, d'accord? Classe A, ok. Si je veux créer une classe, un objet, à qui je puisse être capable de confier, bon, pour que ce comportement-là marche, à qui je puisse être capable de confier des fonctions. D'abord, d'après vous, qu'est-ce que je vais mettre dans la classe A? De quoi doit être munie la classe A pour qu'on soit capable de lui dire, tiens, je te confie cette fonction, et puis tiens, je te confie encore celle-là? Un singleton? Non, pas du tout, monsieur Glocks. Non, non, pas du tout, il n'y a pas besoin de singleton là. Et de toute façon, la réponse a été donnée par Iconera, non, par forelse, pardon. Je vous demande, j'ai une classe A, d'accord? Regardez, j'efface tout. J'aimerais pouvoir lui passer des fonctions, d'accord? Et j'aimerais faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, plus tard, la classe A puisse appeler les fonctions qu'on lui a passées. De quoi a besoin la classe A? Forelse me dit, bah, c'est très simple, elle a besoin d'un endroit, un emplacement où elle va pouvoir stocker ses fonctions. Bon, comment on ferait ça en JavaScript, les amis? On le place dans une variable, oui, Stéphouille, une variable de quel type? Si j'ai plusieurs fonctions que je vais pouvoir stocker, parfois une, parfois deux, parfois 10, où est-ce que je vais stocker ça, les amis? Dans un tableau, très bien. Ici, dans un tableau, je vais pouvoir me créer ici un tableau que je vais appeler, je sais pas moi, réaction au pluriel, d'accord? Réaction au pluriel, et je note ici que ça sera un tableau. Et qu'est-ce qu'il me faudrait de plus pour pouvoir vraiment appeler mon objet de la classe A et lui dire, tiens, je te confie cette fonction, qu'est-ce qu'il lui faudrait de plus? Pour dire, tiens, ajoute s'il te plaît cette fonction dans mon tableau. Baboboom, non, pas un événement. Un push, oui, d'accord, mais du coup, moi, imaginez, je suis à l'extérieur de A, voilà, donc j'ai accès à une variable qui s'appelle A, et j'aimerais lui passer ma fonction. Donc ici, j'ai ma fonction, d'accord, qui va faire un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je devrais faire ici pour pouvoir passer cette fonction à A? Un identifiant, une fonction d'appel, Baboboom, exactement. En fait, ici, les amis, ce qu'il me faut, c'est une fonction qu'on pourrait appeler, par exemple, add réaction, d'accord? Add réaction. Vous êtes d'accord avec ça? Add réaction, c'est une fonction à laquelle, quand vous allez l'appeler, donc imaginez, vous appelez a.addRéaction, a.addRéaction, vous lui passez ici une fonction, d'accord? Et que va faire A? La fonction qu'on va lui passer ici, d'accord? Dans addRéaction, la fonction qu'on va lui passer là, bah, elle va le pusher dans son tableau. Ok? Donc ça veut dire qu'ici, cette fonction, je la passe à addRéaction, et addRéaction la passe au tableau. Cette fonction, je la passe à addRéaction, et addRéaction va la pousser dans le tableau. Donc dans le tableau, j'aurai deux fonctions. Ok, c'est clair? Et donc au moment propice, au moment où je voudrais dire, les amis, voilà on est en train de me cliquer dessus, à vous de réagir, qu'est-ce que je ferai? Je ferai une boucle sur mon tableau, et pour chaque fonction que je trouve dedans, je l'appelle. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on code ce design pattern très très simple? Ouais? Allez, on est parti. Je passe en mode ordinateur. Et sur mon mode ordinateur, vous allez vous retrouver ici dans un petit VS Code, pas dégueulasse, le VS Code de la famille. Donc dans ce VS Code, ici, je vais me créer un petit dossier JS, ok? Et dedans, je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler main.js, ça sera mon programme principal.
C'est les restes, ça c'est ce qui me reste de la semaine Rust de GraphiCart, la fonction main. Tu aurais un livre à recommander sur les design patterns? Tout à fait. J'ai un livre que tout le monde recommande, qui est normalement payant, mais qui a été tellement piraté, se trouve sur internet en 2 secondes en PDF, hein, vous cherchez. Le livre s'appelle Design Pattern, la tête la première, il a eu une traduction française en plus. En anglais ça s'appelle Head First Design Patterns, ok. C'est ce livre-là qui est disponible sur Amazon. Voilà, Head First Design Pattern. Ce livre-là qui est disponible sur Amazon, qui est tout simplement excellent, qui existe aussi en français, et je vais même te dire, je crois que c'est Design Patterns, tête la première. Tu vois, tu cherches ça, le dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, hein, mais genre vous cherchez ça, Design Pattern, tête la première, français, PDF, et vous le trouvez quoi. Hop, est-ce qu'il est pas là par hasard? Bah il est là, là c'est le fichier PDF, là il faut le télécharger quoi. Go to file, tu le télécharges. Je sais plus exactement, mais bref, tu le trouves quoi, tu le trouves. Et c'est un très très bon bouquin sur les design patterns. Alors, ils sont chers les livres, c'est vrai, mais par contre, pour le coup, celui-ci est excellent. Très pédagogique, ils expliquent très très bien. Sinon, tu as évidemment ce que tous les gens qui se la pètent vont te dire qu'ils ont lu, moi je l'ai pas lu, c'est bah, tout simplement le livre, hein, Design Patterns, qui est Elements of Reusable Object Software, voilà, et ça, c'est un livre qui n'existe, je pense, pas en français, qui est le livre qui est sorti en 1994, qui a été écrit par le Gang des 4, et qui est le livre qui a fait que, voilà, c'est le livre fondateur de qu'est-ce que c'est les design patterns, ok? Et là-dedans, tu as les 23 design patterns principaux, les plus connus, ceux qui sont toujours encore aujourd'hui, donc c'est-à-dire plus de 20 ans après l'écriture du livre, ce qui est encore aujourd'hui en vigueur, quoi, ok? Alors, ça, c'est des bons livres sur les design patterns. Maintenant, je vais te dire une autre chose. Regarde ici, comment est-ce que j'ai su que ces livres existaient, et notamment Head First Design Pattern, le premier. Et ça, je vous encourage tous à le faire. Par contre, faut parler un peu anglais. Faut aller chercher Design Pattern. Je sais plus comment s'appelle le... Là, ici, il est là. Lui, c'est vraiment le frérot, les gars. Hein. Vraiment, lui, c'est... Voilà. Welcome to the... le frérot. Il faut aller le voir. Il s'appelle Christopher Okravi. Je vais vous donner le lien vers la vidéo, vers cette vidéo. Vous allez vous abonner à sa chaîne. Alors, il fait plus beaucoup, hein, ça c'était il y a 4 ans. Il fait plus beaucoup de vidéos, et notamment plus beaucoup sur les design patterns. Donc attendez, il faut que je vous retrouve, tac, OBS, pour que je vous retrouve le chat ici. Hop. Il a fait une playlist entière sur les design patterns, où vraiment il passe des heures sur un tableau blanc à expliquer les différents design patterns, et c'est très très propre. Ok, donc dans notre main.js, toujours pareil, console.log, ça fonctionne, et évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, et qu'on va charger notre script, on va juste vérifier que ça fonctionne, donc script, .src, et on va charger js/main.js, hop, je vais sur mon navigateur, ça marche, allez. Quick rappel, ah oui, Refactoring Guru aussi, merci Developing, très très bon, je l'ai payé, moi, alors par contre, je suis un peu déçu, parce que je l'ai payé, le Refactoring Guru, et j'ai pas gagné grand chose de plus. J'avoue que je m'attendais à avoir des vidéos, des trucs comme ça si tu payes, et j'ai pas gagné énormément de choses de plus. Bon, je veux pas vous décourager de payer ce truc, mais c'est très très beau. Très très bien, donc tout le monde est ok. Donc ça y est, on va repartir sur le fameux pattern observer. On a dit quoi? On a dit, ben les gars, si vous voulez qu'une classe puisse être appelée, alors moi je vous propose ici qu'on commence par créer une classe voiture. Pourquoi? Ben ça fait toujours plaisir d'avoir une classe voiture, ok? Et on se dit, ben une classe voiture, on va lui donner une fonction qui va s'appeler, allez, rouler. Et quand elle va rouler, elle va tout simplement dire ici, console.log, je démarre, d'accord? Et elle va dire ici, console.log, j'accélère. Et enfin, elle dira, console.log, je m'arrête, ok? Donc ça, c'est la fonction rouler qui se trouve dans la classe voiture. Pour l'utiliser, qu'est-ce que je fais? Je vais instancier ici ma voiture, ok, et ça va être égal à une new voiture. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Et ensuite, je vais pouvoir appeler ma voiture.rouler, ok. Rouler, c'est une fonction, voilà. Et là, on voit bien, ben voilà, la voiture démarre, la voiture accélère et la voiture s'arrête, ok. Alors nous, ce qu'on a envie de dire, on a envie de faire en sorte que la voiture, eh bien, on puisse enrichir son comportement entre le moment où elle accélère et le moment où elle s'arrête. On veut dire, ben voilà, quand tu accélères, j'aimerais que en tout cas, encore une fois, là, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais ça va être compliqué, mais voilà, je vais être le plus clair possible. Comprenez bien qu'ici, on se place dans une perspective où j'écris du code
non pas pour mon client final, d'accord? Là, j'écris du code à destination d'un autre développeur. Les design patterns ne s'utilisent que en étant vus comme ça. Je n'écris pas du code pour mon client final, j'écris du code pour les autres développeurs qui bossent avec moi. Imaginez, je sais pertinemment que les gens qui vont utiliser la classe voiture voudront enrichir son comportement, voudront mettre un comportement supplémentaire, mais pas le même. C'est-à-dire, mon collègue Gérard voudra mettre un certain comportement avant de s'arrêter, ma collègue Céline voudra mettre un autre comportement avant de s'arrêter, et mon autre collègue Géraldine voudra mettre encore un autre comportement avant de s'arrêter. Vous êtes donc bien d'accord que je ne peux pas moi-même venir coder l'autre comportement ici. Vous suivez? Je peux pas le coder ici, mon autre comportement. D'accord? Moi, je ne peux pas coder mon autre comportement ici. Parce que je ne sais pas. Gérard voudra un certain comportement, Céline en voudra un autre et Géraldine un autre. Donc, je ne sais pas quel est le comportement qu'ils voudront ici. Mais je sais qu'ils voudront en rajouter un. Donc, ce que je peux faire, c'est me dire, écoutez les amis, moi, j'ai ici une propriété. Alors là, comme on n'est pas en TypeScript, on est en JavaScript, je vais être obligé d'utiliser un constructeur dégueulasse, mais c'est pas grave. Je vais dire ici, les amis, moi, j'ai une propriété qui s'appelle réaction, ok, qui s'appelle réaction, et qui est un tableau. D'accord? J'ai une propriété qui s'appelle réaction et qui est un tableau. Alors vous savez quoi? Pour y aller crescendo, on va me dire, ben, j'ai une propriété qui s'appelle réaction, et qui par défaut est nulle, et j'ai une fonction qui s'appelle setRéaction, qui attendra qu'on me passe ici une fonction, un comportement, je vais appeler ça comportement, je vais même appeler ça, pourquoi pas, un callback, d'accord? Ok. Et je vais dire, ben, quand on me passe un callback, donc une fonction, je vais dire, ben, ma réaction, donc pour l'instant je vais la mettre au singulier, d'accord? Ma réaction est égale à ce callback. Vous suivez? Il faut séparer les actions alors. Je sais pas, mais en tout cas, suivez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Gérard, quand il utilise ma classe voiture pour créer sa voiture, il peut venir dire maintenant ici, ma voiture, point réaction, non, pas point réaction, du coup ça il aurait fallu le mettre en privé, mais c'est pas grave. Point setRéaction, ici, d'accord? Et je vais lui donner ici une fonction qui dira console.log comportement supplémentaire de Gérard. Ok, vous suivez? Donc comprenez, quand j'appelle la fonction setRéaction, ce que je lui donne, c'est cette petite fonction-là ici. D'accord? Donc si on revient ici, quand j'appelle la fonction setRéaction, ici je vais recevoir la petite fonction. Et la petite fonction, je vais en faire quoi? Ben, je vais la mettre dans this.réaction. Ok? Du coup, ici, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est la chose suivante. Je vais dire ici, à ce moment-là, avant de m'arrêter, si j'ai quelque chose dans thisRéaction, normalement, c'est une fonction, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire this. Alors là, pour le coup, je pourrais pas faire ça. Je vais dire this crochet réaction, parenthèse, parenthèse. Encore que même, je suis con, tu peux faire this réaction, parenthèse, parenthèse. Alors, les amis, là, vous me dites, mais t'as pas de fonction réaction dans ta classe. Tu es en train de me faire comprendre pourquoi j'ai jamais réussi à faire un remove event listener. C'est chiant le remove event listener, c'est difficile. Si ta fonction est définie dans une variable, ça se fait, mais sinon, c'est compliqué. Donc ici, les amis, si vous faites un this.réaction, d'accord? Vous voyez que j'ai pas de fonction réaction. Par contre, j'ai une propriété réaction, mais qui contient une fonction, donc ça revient exactement au même. Une propriété, une variable qui contient une fonction, ben, c'est une fonction. Donc je peux l'appeler en disant this.réaction. Et du coup, regardez, maintenant, je démarre, j'accélère, voilà un comportement supplémentaire qui n'était pas du tout prévu par la classe voiture. La classe voiture, on n'a jamais dit qu'elle allait écrire ça dans la console. Pourtant, ça existe. Gérard lui a donné le fait qu'elle devrait écrire ça dans la console. Et ensuite, je m'arrête. Donc là, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on est capable d'ajouter une réaction à la classe voiture. Ok. Alors maintenant, on veut aller un peu plus loin parce que là, je peux lui donner qu'une seule réaction. Vous êtes d'accord que si jamais je refais ici derrière ma voiture, point, cette réaction, et là, je lui passe une autre fonction qui, elle, va faire un console.log, je suis un autre comportement, d'accord? Même si ce comportement n'est pas prévu, regardez ici, cette fonction-là va aller écraser la première. Et moi, j'aimerais bien, ajouter plusieurs fonctions. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais dire, écoutez, ici, j'ai plus réaction au singulier, j'ai réaction au pluriel et c'est un tableau. D'accord? Et ici, quand on me dit cette réaction, je vais plus l'appeler cette réaction, ce truc-là.
je vais l'appeler add réaction, d'accord? Et ici, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que je vais aller dans mes réactions et je vais pousser dans mon tableau des réactions le callback qu'on me donne. Vous voyez la différence dans un cas, je prenais la réaction qu'on me donnait et je me la mettais dans ma variable réaction. Là, dans ce cas-là, je prends la réaction qu'on me donne et je la pousse dans mon tableau des réactions. Ok? Alors, ce que je vais pouvoir faire maintenant ici, plutôt que de demander si ma variable réaction existe, je vais me demander est-ce que la longueur de mon tableau réaction est supérieure à 0. Est-ce qu'on m'a donné des réactions ou est-ce que j'en ai pas? Et si on m'en a donné, voilà ce qu'il va falloir que je fasse. Je vais dire ici, for let réaction au singulier of this.réaction au pluriel. Donc pour chaque réaction que je vais trouver dans this.réaction, eh bien je vais appeler réaction. Réaction est une fonction, d'accord? Donc je vais l'appeler. Je vais sauvegarder. Et maintenant regardez ici. Au lieu d'appeler cette réaction, je vais appeler add réaction. D'accord? Et là, regardez le pouvoir que ça m'a donné. Eh bien, c'est de pouvoir ajouter plusieurs comportements. Est-ce que c'est bien clair? Ça va pour tout le monde? C'est clair. Super. Alors là, les amis, croyez-le ou pas, ça y est, vous avez implémenté le pattern observer. C'est-à-dire que votre voiture, en implémentant ces méthodes-là, a déclaré au monde « Je suis observable, vous pouvez m'observer ». Ici, ce que je dis, c'est que je dis « J'observe la voiture » et je lui ajoute une fonction pour qu'au moment opportun, elle appelle cette fonction. D'accord? Ça, c'est le pattern observer. Alors, pour aller plus loin, imaginez que vous souhaitiez avoir, et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, je vous le cache pas. Imaginez que vous souhaitiez avoir, d'accord, des comportements supplémentaires entre le démarrage et l'accélération, en plus des comportements supplémentaires entre l'accélération et le fait de s'arrêter. Qui a une solution, là, rapidement, hein, qui me donnerait une solution pour pouvoir dire, ben, en fait, je vais avoir deux catégories de réactions. Les réactions avant de m'arrêter et les réactions après avoir démarré, avant d'accélérer. Décomposer les actions, baboboum. Alors, la façon la plus simple, les gars, ça serait quoi? La façon la plus simple de dire, écoutez, les gars, moi, j'ai deux types de réactions. J'ai des réactions pour après l'accélération et j'ai des réactions pour avant l'accélération. La façon la plus simple. Non, bah justement, la façon la plus simple, Zizou, bah, c'est avec deux méthodes, deux tableaux, baboboum. Exactement, la façon la plus simple, c'est deux tableaux. On est d'accord? La façon la plus simple, c'est de faire deux tableaux. Alors, moi, j'ai pas envie parce que je me dis, attends, là, on va être sur deux tableaux. Et plus tard, on pourrait avoir 3 tableaux et 4 tableaux. Imaginez qu'il y ait 5 endroits où j'ai envie de pouvoir faire réagir les gens. Je vais pas créer 5 tableaux. Donc une façon de faire ça, les amis, regardez la chose que je vais faire. Réaction ici est un tableau. Il contiendra une liste de fonctions. Mais le problème, c'est que je peux pas distinguer. D'accord? Je peux pas distinguer quelles sont les fonctions qui doivent se faire après l'accélération et quelles sont les fonctions qui doivent se faire avant l'accélération. Donc ce que je pourrais imaginer, c'est que plutôt que d'avoir un seul tableau, je veux avoir deux tableaux et surtout, je veux pouvoir les distinguer. Comment je vais faire? Je vais dire réaction, les amis, en fait, ce que ça va être, c'est un objet. Un objet, c'est comme un tableau associatif en PHP, d'accord? Je vais avoir une clé qui va s'appeler pré-accélération, d'accord? Pré-accélération. Tu sais quoi, on va appeler ça démarrage, ok? Et cette clé représente un tableau vide où il y aura des fonctions, mais que les fonctions. C'est toujours un tableau de fonctions, mais c'est un tableau de fonctions qui concerneront le démarrage, ok? Donc, ce que je peux faire aussi en JavaScript, c'est que du coup, je suis pas obligé de mettre le guillemet ici. Si c'était en PHP, j'aurais été obligé, mais en JavaScript, non. Et je vais mettre ici une autre clé qui concernera l'arrêt, et il y aura un tableau de réactions qui doivent se faire avant l'arrêt. Donc, tu me diras, c'est un peu mal fait parce que démarrage, ça va se faire après le démarrage, et arrêt, ça va se faire juste avant l'arrêt, donc c'est pas ça, on va mettre accélération. On va se mettre juste après l'accélération. Donc, j'ai deux tableaux. Ici, j'ai un tableau qui concernera les réactions qu'on va faire après le démarrage, un tableau qui concernera les réactions que je vais faire après l'accélération, ok? Alors maintenant, attention, regardez cette fonction addRéaction, elle doit changer. Désormais, je ne peux plus pousser de fonction dans réaction. Réaction est devenu un objet qui a deux propriétés, démarrage qui est un tableau et accélération qui est un tableau. Ma fonction addRéaction, elle doit prendre une information supplémentaire. Elle ne peut pas prendre juste une fonction, elle doit prendre l'information, ok, mais cette fonction, elle va aller plutôt pour le démarrage ou elle va plutôt pour l'accélération. Donc on va prendre deux paramètres ici. On va prendre ici un paramètre qui sera
type. D'accord? Et type pourra contenir soit démarrage, soit accélération. Donc ce qu'on va être capable de faire maintenant, c'est dire, non pas thisReactions.push, je veux pas pusher dans réaction, je veux pousser dans réaction.démarrage ou réaction.accélération. Et là, je peux pas faire un point type, parce que sinon, ils vont croire que dans réaction, il y a quelque chose qui s'appelle type, mais c'est pas vrai. Là, ce que je peux faire, du coup, c'est crochet type. Ça veut dire quoi? Imaginez dans type, j'envoie démarrage. Eh bien ici, je suis en train de dire, dans mon objet réaction, va chercher la propriété démarrage. Ok, c'est ça, c'est un tableau. Et bien sur ce tableau, pousse la fonction. Ok? Alors maintenant, j'ai donc la possibilité d'ajouter des fonctions dans deux tableaux différents. Magique. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Eh bien ici, ici, la fonction roulée, je vais pouvoir faire la chose suivante. Je vais pouvoir dire ici, si this.reaction.accélération.length est supérieur à 0, si dans mon tableau accélération j'ai des fonctions, eh bien je vais boucler dessus, donc let reaction of this reaction accélération, et je vais les jouer. Et je vais faire exactement la même chose ici. Sauf que cette fois-ci, je vais chercher dans this accélération démarrage. Je vais aller chercher toutes les fonctions qu'il y a dans this accélération démarrage. Et donc ici, les amis, regardez, quand je vais vouloir ajouter une réaction, je vais dire, écoutez, cette réaction-là, elle sera pour le démarrage, d'accord? Et cette réaction-là, elle sera pour l'accélération, ok? Et regardez maintenant, si je viens ici, je démarre, comportement supplémentaire. J'accélère, je suis un autre comportement, je m'arrête. Donc, j'ai tout à fait réussi à faire en sorte que mon objet, non seulement je puisse l'enrichir, mais que je puisse l'enrichir à différents endroits. Un peu comme un bouton. En JavaScript, un bouton, je peux dire, quand on clique dessus, tu vas faire ça. Quand on passe la souris dessus, tu vas faire encore autre chose. D'accord? Je peux faire ces différents événements. Là, c'est la même chose. Alors, là, moi, c'est ce que j'adore faire avec les étudiants. Premièrement, petit refactoring. Ça me plaît pas. J'ai deux codes là, c'est exactement les mêmes. Celui-là et celui-là. La seule chose qui change, c'est que lui, il parle de démarrage, alors que lui, il parle d'accélération. Ce que je vous propose de faire, ici, c'est de se faire une petite méthode qu'on va appeler dispatch. Ok? Dispatch. On va recevoir un type, donc accélération ou démarrage, et en fait, on va faire exactement ce code-là. On va le centraliser dans une fonction de dispatch. Et je vais dire, si dans mes réactions, la propriété type, d'accord, donc démarrage ou accélération, est plus longue que 0, alors je vais aller chercher chaque réaction dans this.reaction type, démarrage ou accélération. Rappelez-vous que réaction, c'est juste un objet avec démarrage et accélération, ok? Et maintenant, regardez, ici, au lieu de me faire chier avec tout ce if là, je peux faire this.dispatch, ouais, je ne l'ai pas appelé dispatch, this.dispatch, et là, ça sera démarrage. Ok? Et ici, ce que je peux faire aussi, c'est dire à la place de ce grand if là, this.dispatch. Ah, je l'ai appelé dispatch, accélération. Il manque un S. Merci beaucoup les gars. Heureusement que vous êtes là. Hop. Hop. Donc vous êtes d'accord que j'ai juste recentralisé du code et je l'ai rendu un peu plus dynamique. Et là maintenant, à chaque fois que j'ai envie de dispatcher un événement, entre guillemets, j'appelle dispatch. À chaque fois que j'ai envie de dire c'est le moment, j'appelle dispatch. Donc là, ça y est là. Moi, je dispatch démarrer et là, je dispatch accélération à différents moments. Si demain, je voudrais rajouter un événement possible, pas de problème. Je me rajoute une clé ici dans les réactions qui est un tableau vide. Et ici, je fais, à l'endroit où j'ai envie, je fais un dispatch. Est-ce que le code marche toujours? Le code marche toujours très bien. Et alors là, c'est ça que j'aime bien voir avec mes étudiants. Les amis, ce que vous venez de construire, vous remplacez ici add réaction par add event listener. D'accord? Le nom de la fonction add réaction devient add event listener. Alors, regardez ce qu'on a recréé. On a recréé un add event listener de JavaScript. On est allé à la base, d'accord, de ce que c'est que le add event listener sur un bouton, sur un lien, sur une div, sur n'importe quel élément HTML. Add event listener, ça n'est que ça. C'est clair? Moi, j'aime bien arriver à ce stade-là où on a recréé un add event listener. Bon, de toute façon, vous aviez compris depuis le début qu'on recréait un add event listener, mais est-ce que vous êtes d'accord que là, voilà, là, c'est clair, net et précis. On a créé un event listener. On a dit, voilà. Les gars, en fait, quand la voiture va démarrer, je vais vouloir faire ça. Quand la voiture va accélérer, je vais vouloir faire ça. Et au moment où elle démarre, eh ben, ok, ça se fait. Et au moment où elle accélère, ben, ça se fait aussi. C'est magnifique.
Alors théoriquement, il faudrait qu'on fasse aussi un remove event listener, mais qui est plus compliqué à faire. Alors, maintenant qu'on se remette bien. Là, ici, ce que je viens de faire, c'est un observer. Il y a un autre design pattern qui aurait pu nous permettre d'arriver à peu près au même point, c'est le design pattern qui s'appelle le médiateur. C'est ce qui est utilisé, par exemple, dans le framework Symfony avec... comment on appelle ça? Avec le... Comment est-ce qu'on appelle, merde? Le médiateur... L'event dispatcher, exactement. J'ai fait une formation entière sur l'event dispatcher de Symfony et j'ai oublié le mot. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une formation sur ma plateforme sur précisément comment ça marche l'event dispatcher de Symfony et comment est-ce qu'on peut s'en servir dans Symfony comme dans n'importe quel autre projet PHP, même sans Symfony. Donc si ça vous intéresse, c'est sur ma plateforme principale. On résume, dans le DOM, on a des dispatchs sur les éléments du DOM. Oui. Et on a surtout des event listeners. Et on voit enfin que les éléments du DOM sont en réalité ce qu'on appelle des observables. Pourquoi? Parce que dans le pattern observer, vous avez les réactions qui vont se greffer sur un objet qui est en fait un observable. On peut l'observer, d'accord? Un objet sur lequel vous pouvez greffer, d'accord? Si vous... Un code formateur, un prêteur, putain, oh là là, Suntaork, oh là 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 là. Elle était tellement loin, celle-là, je l'aurais jamais pigé, quoi. Bravo. Il est excellent. Bon, allez, une pluie d'émoticônes Kappa et je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre là, mais vous pouvez y aller. Et donc, allez, avançons. Ce qu'on comprend, c'est que dans le design pattern observer, vous avez un objet, la voiture, qui est observable, et vous pouvez dire qu'à certains moments de sa vie, elle va devoir appeler certaines réactions.